Ce fut le jour le plus sombre du royaume des dieux. Le grand sage Sun Wukong gisait, meurtri et couvert de blessures, tandis que les divinités des autres panthéons avaient toutes péri. Les derniers dieux survivants regardaient impuissants, la tour du ciel s'effondrer étage par étage. Un soupir unanime s'éleva parmi eux, ils avaient perdu. Écrasés par les divinités extérieures, ils n'avaient d'autre choix que de se retrancher dans ce dernier bastion. Pourtant, ils savaient que ce refuge ne durerait pas éternellement, leurs ennemis finiraient par les débusquer. Soudain, une lumière éclatante fendit les cieux, annonçant l'arrivée d'un homme. Son visage était balafré, ses vêtements maculés de sang séché. Les dieux reconnurent immédiatement à qui appartenait ce sang, à leurs compagnons tombés au combat. Kim Yu-won venait de revenir, seul. À sa vue, les dieux s'empressèrent de l'entourer, anxieux de connaître le sort de ceux qui l'avaient accompagné. Sans qu'un mot ne soit prononcé, ils comprirent alors que personne d'autre ne reviendrait. Le dieu extérieur nommé Chaos était véritablement invincible. Le silence pesant fut brisé par le dieu du temps, qui murmura à demi-voix qu'il ne pouvait pas gagner, n'est-ce pas? Kim admit que la victoire leur échappait pour le moment. Mais lorsqu'il aperçut le dieu du temps sortir un artefact sacré, il comprit aussitôt son intention, remonter le temps pour réécrire le destin. Le dieu du temps lui tendit l'artefact en expliquant que leur défaite était déjà scellée, mais qu'il existait une dernière lueur d'espoir pour changer l'avenir. Kim Yu-won surpris, voulut savoir pourquoi lui, un simple mortel, était désigné pour une telle mission alors que de puissants dieux, comme Sun Wukong, étaient présents. Les dieux lui répondirent d'une seule voix, bien qu'il fût le dernier à être entré dans la tour, Kim avait démontré une adaptation sans égale. Depuis son ascension, il avait combattu à leur côté, contribuant à forger leur légende commune. Mais en tant que dieu, ils étaient limités dans le monde des mortels. Revenir aux origines pour changer le cours des choses nécessitait d'un être capable d'évoluer parmi les humains, et cela ne pouvait être que lui. Cependant, ils l'avertirent, s'ils se retrouvaient dans le futur, ils seraient alors de parfaits étrangers. Leurs actions pourraient sembler cruelles ou incompréhensibles, et ils espéraient qu'ils sauraient leur pardonner. Kim Yu-won vit dans leur regard une lueur d'espoir, leur foi en lui dissipa ses doutes. Il accepta la mission et se prépara à retourner dans le passé. L'artefact s'activa, mettant en marche les rouages du temps. Lorsque la lumière s'estompa, Kim ouvrit les yeux sur un monde à la fois familier et étranger. Avant même qu'il ne puisse réfléchir, un coup de poing le projeta au sol. Un jeune homme blond, vêtu de l'uniforme de l'université Cheongsol, se tenait devant lui, visiblement furieux. Kim comprit aussitôt, il avait été ramené à l'époque de ses années universitaires. L'agresseur, voyant que Kim semblait indemne, redoubla de rage et s'apprêta à frapper de nouveau, mais cette fois, Kim esquiva sans effort. Sous le regard ébahi du jeune homme, il lui demanda calmement la date du jour, ajoutant que s'il répondait rapidement, il oublierait l'incident. Vexé par son ton détaché, le blond tenta une autre attaque, mais Kim répliqua d'un seul coup de poing qui le mit à terre. Alors qu'il s'éloignait, il murmura pour lui-même, vendredi 31 décembre, 9 heures avant le grand déluge. Plus tard dans la soirée, Kim Yu-won traînait une valise remplie d'armes réglementées. Il avançait calmement à travers la foule, indifférent aux regards curieux. Lorsqu'il atteignit le centre de l'agitation, il ouvrit la valise en pleine rue et en sortit une dague aiguisée. Il ne se souciait pas d'être vu. Dans exactement 2 minutes et 30 secondes, l'humanité ferait face à la plus terrible mutation de son histoire. À minuit pile, le temps sembla se figer. Une pression terrifiante envahit la ville, et les 120 000 habitants n'entendirent qu'un seul ordre, survivre face aux hordes de zombies. À leur grande surprise, un écran d'état s'afficha devant chacun d'eux, révélant leurs statistiques personnelles. Kim Yu-won lui sortit une vieille dague rouillée de son inventaire avant de la jeter avec mépris. Autour de lui, les autres joueurs dégainèrent aussi des armes rudimentaires, mais Kim avait un atout. En appliquant un liquide incolore sur son arme, il activa un pouvoir spécial. Un éclat de détermination traversa son regard. L'instant d'après, il fendait les airs, décapitant les zombies en un éclair. Un message s'afficha alors, « Félicitations pour votre premier meurtre, vous gagnez 100 points et passez au niveau 2. » Porté par cet élan, il continua d'abattre les zombies, augmentant ses niveaux à une vitesse fulgurante. Les autres joueurs voyant ses exploits, pensèrent pouvoir en faire autant. Pourtant, beaucoup déchantèrent rapidement. Même ceux armés de haches bien aiguisées n'arrivaient pas à blesser les zombies, manquant de force ou de technique. Les humains mordus par les créatures mouraient rapidement, empoisonnés par une toxine mortelle. Le liquide incolore sur la lame de Kim commençait à s'épuiser. Il se félicita intérieurement de s'être bien préparé. Ce secret, il l'avait découvert dans sa vie passée grâce à un bienfaiteur mystérieux, un ouvrier de saline dont le corps imprégné de sel repoussait naturellement les zombies. Grâce à cet avantage, Kim Yu-won élimina une centaine de zombies en 10 minutes, accumulant 3 points de caractéristiques libres. Pourtant, il hésita à les utiliser immédiatement, sachant qu'ils seraient bien plus précieux plus tard. Alors que le premier tour d'entraînement touchait à sa fin, Kim chercha un lieu stratégique pour se préparer à la suite des événements. Mais des cris de détresse derrière lui attirèrent son attention.
Il se retourna et reconnut les voyous qui l'avaient malmené autrefois. Maintenant encerclé par des centaines de zombies, il luttait désespérément. L'un d'eux, Meng-Sun, regretta de ne pas avoir l'arme de Kim, convaincu qu'il aurait pu s'en sortir avec elle. Mais alors que sa propre dague se brisait sous l'assaut des zombies, une fine poudre blanche tomba du ciel, repoussant miraculeusement les créatures. Kim Yu-won observa la scène avec un sourire en coin, le jeu venait de commencer, et lui seul connaissait les règles. Dès que la poudre entra en contact avec les zombies, leur chair sembla se dissoudre, comme rongée par une corrosion invisible. Meng-Sun goûta une pincée de cette poudre et s'étonna de son goût salé, se demandant si cela pouvait être du sel. Pendant ce temps, les notifications d'expérience affluaient pour Kim Yu-won. En dispersant méthodiquement le contenu de ses sacs sur le champ de bataille, il maximisait son gain de points. Lorsque son dernier sac fut vidé, la première manche de l'entraînement prit fin. Cependant, sur les 10 000 humains présents au départ, seuls 4 000 avaient survécu. Kim Yu-won se demanda s'il avait, sans le vouloir, influencé le taux de survie en anéantissant trop de zombies. Une notification apparut, indiquant qu'il avait tué 1427 zombies, accumulé autant de points, et obtenu des attributs supplémentaires, un point en force, 2 en endurance et un point libre à distribuer. De plus, son accomplissement exceptionnel lui valut un bonus de 1000 points, ainsi que 500 points supplémentaires pour sa première place au classement des tueurs de zombies. Kim Yu-won resta un instant stupéfait. Il n'aurait jamais imaginé qu'utiliser du sel lui permettrait d'éliminer autant de zombies dès la première manche. Son premier meurtre lui avait rapporté 100 points, mais les suivants ne valaient qu'un point chacun. Pourtant, son total atteignait déjà 3027 points et son niveau avait grimpé jusqu'à 16, ses 4 attributs de base franchissant tout le seuil des 20 points. Un tel exploit relevait du légendaire pour une simple manche d'entraînement. C'est alors qu'une nouvelle notification apparut, annonçant le début imminent de la deuxième manche. Une voix résonna dans l'esprit de tous les survivants, se présentant comme le messager du tutoriel. Celui-ci sembla surpris par le nombre de survivants dans cette zone. Il expliqua qu'il était là pour dévoiler l'utilisation des points de compétence, précisant que normalement, la boutique ne s'ouvrait qu'après la deuxième manche, mais qu'une exception était faite en raison de l'impressionnant score atteint par l'un des participants. Le messager poursuivit en détaillant les 2 usages possibles des points. Premièrement, ils pouvaient servir de monnaie pour acheter des équipements, des compétences et divers objets dans la boutique. Deuxièmement, ils pouvaient être échangés entre joueurs. Selon lui, c'était pour cette raison qu'on disait souvent qu'avec suffisamment de points, devenir un dieu était à portée de main. Le tutoriel allait désormais évoluer en une lutte acharnée pour les niveaux et les points. Le messager ajouta qu'une zone de sécurité allait apparaître au centre de la région, et que ceux qui y survivraient durant 3 heures recevraient une récompense de 100 points. Peu après, une zone colorée se matérialisa au sol, incitant les 4000 survivants à s'y précipiter. Toutefois, Kim Yu-won choisit de marcher dans la direction opposée. Dès que le dernier des fuyards pénétra dans la zone de sécurité, une barrière invisible se dressa, rendant impossible toute nouvelle entrée. Une notification précisa que la zone ne pouvait accueillir que 2038 personnes, soit à peine la moitié des survivants restants. Les autres étaient ainsi condamnés. Le sol à l'extérieur de la zone commença alors à trembler. Des vergers en surgirent, attaquant sauvagement les humains laissés à l'extérieur. Kim Yu-won ne perdit pas de temps et abattit d'un seul coup d'épée le ver le plus proche. À ses yeux, ces créatures représentaient une opportunité parfaite pour accumuler des points et monter de niveau. Le premier ver qu'il vainquit lui rapporta 300 points et 2 attributs aléatoires supplémentaires. Connaissant leur habitude de construire leur nid sous terre, Kim Yu-won se dirigea seul vers une station de métro abandonnée, convaincu qu'il y trouverait leur repère. En entrant dans la station, une notification apparut, l'informant qu'il avait découvert un donjon caché, ce qui lui valut 100 points supplémentaires. Face à lui, des centaines de vers grouillaient, mais loin d'être intimidé, Kim Yu-won esquissa un sourire. Il était certain d'avoir trouvé leur nid et savait que la chasse ne faisait que commencer. Grâce à sa mémoire musculaire acquise lors de sa vie antérieure, Kim Yu-won manœuvrait son épée avec une agilité surnaturelle, comme s'il dansait. Lorsqu'il décapita son 10e ver géant, une sphère scintillante tomba au sol. Il se demanda s'il était réellement possible d'obtenir un tel objet à ce stade du jeu. À cet instant, il trouva presque ces créatures adorables et sentit son enthousiasme grandir à l'idée de les traquer davantage. Pendant ce temps, la situation à l'extérieur tournait au cauchemar. Certains survivants étaient dévorés vivants par les vers tandis que d'autres cédaient à l'euphorie des récompenses en points. Les 2000 humains regroupés dans la zone de sécurité espéraient s'en sortir indemnes, mais une notification leur révéla que la zone allait rétrécir et que sa capacité maximale diminuerait progressivement. Lorsqu'il ne resta plus assez de place, le messager annonça qu'un tirage au sort expulserait certains survivants de la zone protégée. La panique s'installa alors, personne ne voulant être désigné comme victime. Alors que les expulsions se succédaient, l'instinct de survie s'éveillait chez ceux qui demeuraient à l'intérieur. À moins de 3 heures de la fin de cette manche, le chaos régnait, les survivants s'agrippaient désespérément à leur place, priant pour ne pas être expulsés. Au milieu de cette foule en détresse, un homme s'imposa comme leader, proposant une solution radicale qui fit écho parmi les survivants.
Mengxun, la mâchoire serrée, affirma qu'il fallait sacrifier les plus faibles. Selon lui, abandonner ceux incapables de se battre était nécessaire pour garantir la survie des autres. Cette logique impitoyable de « la loi du plus fort » fit éclater des tensions parmi les humains, certains désignant déjà ceux qu'ils considéraient comme des poids morts. Pendant ce temps, Kim Yu-won poursuivait sans relâche son massacre de vers géants. Son sac se remplissait d'objets de valeur et son niveau atteignit le seuil 20. Une notification l'informa qu'il pouvait désormais investir des points dans l'attribut de magie. Sans hésitation, il alloua tous ses points libres à la magie, jugeant cette compétence essentielle pour acquérir des pouvoirs avancés. Dans cet univers, seuls quelques élus bénis par la tour commençaient avec 12 points en magie. Avec ses 18 points, Kim Yu-won savait que son ascension serait fulgurante. Pourtant, il avait une autre priorité à l'esprit, trouver le messager qui selon ses calculs, se cachait quelque part au plafond. Kim Yu-won déclara calmement qu'il savait qu'on l'observait. Une voix émanant du plafond s'étonna de sa perspicacité et lui demanda comment il l'avait deviné. Il expliqua que la présence était trop évidente pour passer inaperçue. Intrigué, le messager apparut, avouant qu'il s'était amusé à suivre ses exploits. Il le questionna ensuite sur son niveau, n'arrivant pas à croire qu'il avait réellement atteint le niveau 20. Yu-won joua la carte de l'humilité, prétendant que ce n'était qu'une question de chance. Pourtant, le messager resta sceptique, sentant derrière cette progression fulgurante une puissance redoutable. Lorsqu'il proposa ses services de vendeur, Yu-won confirma son intention d'acheter non seulement de l'équipement, mais aussi des compétences. Le menu de la boutique s'afficha alors devant lui, et le messager ne put s'empêcher de noter qu'il devait être le premier joueur à envisager un tel achat à ce stade du tutoriel. En parcourant les compétences disponibles, Yu-won s'arrêta volontairement sur une en particulier, feignant l'hésitation. Pour ne pas éveiller de soupçons, il demanda si d'autres compétences étaient disponibles, jouant le rôle du débutant curieux. Finalement, il choisit une compétence à 2000 points, expliquant simplement qu'il avait été attiré par son nom. Le messager ne put s'empêcher de rire, moquant son choix qu'il jugeait impulsif et naïf, ignorant tout du potentiel caché de cette compétence en apparence banale. En réalité, Yu-won savait que cette compétence pouvait évoluer en « regard de feu » dans des circonstances particulières. Il tenait cette information d'un mentor de sa vie passée, le singe aux 6 oreilles, qui lui avait confié que cette compétence valait de l'or si l'occasion de l'acquérir se présentait. Après cet achat stratégique, il lui restait encore 1500 points. Il les utilisa pour acquérir une compétence de base en magie d'épée, équilibrant ainsi son arsenal de combat. Satisfait de ses achats, il vit le messager lui adresser un signe de la main en lui lançant qu'il avait hâte de voir ce dont il était capable. Yu-won comprit aussitôt que cet encouragement masquait en réalité une surveillance étroite, signe qu'il avait été identifié comme un sujet spécial. Cela ne l'inquiétait pas le moins du monde. Il avait atteint ce niveau par ses propres moyens, même si l'horloge de chrono lui avait permis de revenir dans le passé. Avec les équipements forgés par Mimir et Odin eux-mêmes, il était persuadé qu'aucun messager, ni même un gestionnaire, ne pourrait trouver la moindre preuve compromettante. Et même si cela arrivait, cela n'aurait aucun impact sur son objectif final. À présent, il devait maîtriser ses nouvelles capacités visuelles. Pour transformer ses yeux en véritable « regard de feu », il devait d'abord perfectionner la compétence des yeux du singe. Toutefois, pour exploiter pleinement ce potentiel, il lui faudrait s'enfoncer plus profondément sous terre. Avec seulement 30 minutes restantes pour la fin de la deuxième manche du tutoriel, il se sentait confiant. Grâce à sa magie d'épée, qui envoûtait sa lame d'une aura mystérieuse, il se sentait prêt à affronter n'importe quelle menace, y compris celle qui hantait les profondeurs. Son instinct lui indiquait que le boss de cette manche ne pouvait être autre que la Reine des Vers, la source même des monstres qu'il avait déjà affrontés. Il connaissait son point faible, une affection démesurée pour ses enfants et un manque flagrant de discernement. En dépit de sa taille colossale, elle avait choisi de combattre dans l'espace confiné d'une station de métro, limitant ainsi ses propres mouvements. Dans cet environnement étriqué, Yu-won savait qu'elle aurait du mal à l'atteindre. De plus, sa compétence héritée du roi singe lui permettait de tirer parti de cette faiblesse pour infliger des coups décisifs. Tout en esquivant ses attaques massives, Yu-won observa qu'elle ne parvenait jamais à protéger son dos. Il comprit que dans ce lieu exigu, elle ne pourrait jamais se retourner assez rapidement pour le contrer. Il n'avait qu'à continuer à lacérer son dos jusqu'à ce qu'elle s'effondre. En concentrant sa magie d'épée, il créa une entaille profonde, semblable à une crevasse. Pourtant, la créature ne faiblit pas. Imperturbable, il murmura pour lui-même qu'il pourrait en créer 10, voire 100, si nécessaire. Voyant la mort s'approcher inexorablement, la Reine des Vers tenta une dernière attaque désespérée, espérant l'emporter avec elle. Mais cette initiative joua en sa défaveur. Lorsqu'elle se redressa pour asséner un coup fatal, Yu-won déclara froidement qu'elle allait encaisser son attaque la plus puissante. Dehors, à l'extérieur de la station, le compte à rebours de la manche s'interrompit soudainement à 3 secondes de la fin. Une notification annonça que la zone de sécurité ne se réduirait plus, permettant à tous les survivants de passer à la manche suivante avec une récompense de 600 points. Pendant ce temps à l'intérieur de la station de métro,
Kim Yoo-won était assis sur le cadavre du boss, s'occupant de ses éraflures. Le messager apparut visiblement stupéfait. Il se demanda comment un simple humain avait pu accomplir un tel exploit en seulement 2 manches de l'épreuve tutorielle. Puisque le boss contrôlait l'écosystème de la deuxième manche, sa mort impliquait nécessairement une récompense spéciale. Kim Yoo-won, avec un calme imperturbable, voulut savoir quelle récompense lui serait attribuée. Le messager poussa un soupir, surpris qu'il réclame lui-même son dû après une action spéciale. Il supposa alors que l'humain avait déjà compris les règles de ce monde. Kim Yoo-won cependant, s'impatienta et lui intima de cesser de parler inutilement et de lui donner sa récompense. Sous la pression, le messager révéla 3 options. La première permettait de sauter directement les 3e et 4e manches pour entrer dans la 5e, tout en accumulant les récompenses des manches précédentes. Kim Yoo-won comprit aussitôt que les organisateurs de l'épreuve le jugeaient au-delà du niveau des tutoriels et souhaitaient l'expédier à la dernière étape. La deuxième option consistait en un simple gain de points. Quant à la 3e, elle offrait une connexion avec Olympus. Le messager expliqua alors que l'épreuve tutorielle n'était qu'un point de départ dans ce monde et que de puissantes factions dominaient la tour, se comportant comme des divinités. Il lui recommanda de se rapprocher d'Olympus, l'une des forces régnantes, car être reconnu par eux garantirait sa sécurité au sein de la tour. Malgré ces explications, Kim Yoo-won choisit sans hésitation la deuxième récompense, 10 000 points. Le messager en fut déstabilisé et tenta de lui accorder une seconde chance, pensant qu'il faisait ce choix par ignorance. Pourtant, Kim Yoo-won en tant que revenant, savait parfaitement ce qu'il faisait. Il se souvenait très bien que Chronos, le dieu grec qui lui avait permis de remonter dans le temps, était autrefois un haut placé d'Olympus. Si cette faction tentait d'attirer les joueurs dès le tutoriel, c'était sans doute une manœuvre indépendante des administrateurs. Le messager pâlit et lui demanda comment il connaissait les administrateurs, était-il possible qu'il en sache davantage ? Kim Yoo-won, sans se soucier de son trouble, souligna que l'important n'était pas qui il était, mais de savoir si Olympus était le seul à corrompre les messagers ou si d'autres factions, comme les Célestes ou encore Solomon Pharmaceuticals, en faisaient également partie. Sans attendre de réponse, il activa une fenêtre cachée et dépensa 1000 points pour obtenir un entretien privé avec un administrateur. La notification confirma que la demande avait été acceptée. Il ne s'attendait pas à ce que son plan visant à purger les niveaux inférieurs de la tour débute ainsi, à cause de la langue trop bien pendue d'un simple messager. Une fissure se forma, libérant une énergie spatiale puissante. Une voix grave résonna, s'étonnant qu'il ait pu obtenir une audience privée pour seulement 1000 points. Kim Yoo-won confirma et se présenta comme un participant à l'épreuve tutorielle. L'administrateur intrigué, affirma avoir déjà entendu parler de lui et voulut savoir ce qui l'amenait à solliciter une audience avec l'administrateur du plus bas niveau de la tour. Sans se laisser impressionner, Kim Yoo-won répéta les règles de l'épreuve. L'administrateur hocha la tête, reconnaissant que celle-ci permettait aux joueurs d'utiliser leurs propres capacités pour tirer parti du système. Il lui demanda alors ce qu'il avait découvert. Kim Yoo-won ne laissa rien au hasard et rapporta fidèlement la tentative du messager de le recruter pour Olympus. Il en déduisit que des forces divines ou des factions de la tour interféraient dans l'épreuve tutorielle, une hypothèse qui méritait d'être explorée. Une intention meurtrière jaillit, révélant la véritable nature du messager. L'instant suivant, le refus du gestionnaire s'abattit sur lui, le réduisant en une flaque d'énergie, annihilant son existence. Le gestionnaire comprit alors qu'Olympe avait étendu son influence jusqu'au sein même des messagers de l'épreuve tutorielle. Conscient des intentions de Kim Yoo-won, il rappela que selon les règles de l'épreuve, les récompenses étaient accordées en fonction des contributions des joueurs. Kim Yoo-won ne se priva pas de saisir cette opportunité et demanda alors si, ayant utilisé ses propres points pour invoquer le gestionnaire et ayant ainsi permis l'élimination d'un messager corrompu, cela ne justifiait pas une récompense. Pris de court par cette logique, le gestionnaire s'interrompit un instant. Il reconnut que l'origine de l'événement était bien la dépense des 1000 points par Kim Yoo-won et que la conséquence avait été la mort du traître. Ainsi, selon les faits, ce dernier avait bien été tué par un simple joueur. Un exploit inédit. Observant avec une certaine inquiétude l'impressionnante quantité de points dont disposait Kim Yoo-won, le gestionnaire décida qu'il méritait une récompense à la hauteur de son accomplissement. D'un geste de la main, il l'invita à s'approcher et à lui tendre la sienne. Kim Yoo-won s'attendait à recevoir une immense quantité de points. Pourtant, au moment où leurs mains se touchèrent, une notification apparut, indiquant que la compétence contrôle magique de rang S+ lui avait été accordée. En plus de cela, ses capacités de récupération magique, de défense magique et de perception magique augmentèrent légèrement, et sa puissance magique s'accrut de 5 points. Bien que Kim Yoo-won ne puisse pas entendre les pensées du gestionnaire, il ne comprenait pas pourquoi on lui avait octroyé une telle récompense, défiant toute attente. De son côté, le regard du gestionnaire exprimait une attente particulière. Après avoir attribué la récompense, il rouvrit une faille spatio-temporelle et déclara avec un ton chargé de sous-entendu qu'il avait hâte de le retrouver après la 3e épreuve tutorielle. Dans la station de métro désormais silencieuse, Kim Yoo-won resta seul, mais son attention était entièrement focalisée sur la récompense qu'il venait d'obtenir.
Il n'arrivait pas à croire qu'un joueur puisse recevoir une compétence aussi avancée dès l'épreuve tutoriel. Le contrôle magique de rang S+, était une capacité unique, même au sein de la tour. Ce pouvoir permettait à son détenteur de maîtriser toute forme de magie à condition d'atteindre un certain niveau de compétence et d'utiliser correctement sa puissance magique. Un tel don relevait du domaine divin. Mais le détail le plus crucial résidait ailleurs. Tant que ses points de magie restaient suffisants, Kim Yu-won pouvait retrouver toutes les capacités qu'il possédait avant sa renaissance. Cependant, malgré ce pouvoir apparemment sans limite, il devait encore accumuler davantage de ressources pour en exploiter pleinement le potentiel. Une fenêtre d'information apparut alors, indiquant qu'il restait 10 minutes avant la fin de la deuxième manche du tutoriel. Pendant ce temps, les humains ayant réussi à franchir cette étape attendaient patiemment la troisième manche à la surface, restant dans la zone de sécurité. En quelques heures seulement, Liang Mangsun s'était imposé comme le leader des survivants, usant de son charisme pour prendre le contrôle du groupe. C'est à ce moment-là qu'une silhouette se dessina près de l'entrée du métro. Les survivants se demandèrent qui pouvait bien oser errer ainsi en dehors de la zone sécurisée. Soudain, un ver géant surgit de terre au pied de l'inconnu. Mais avant que la créature n'ait le temps d'attaquer, l'homme l'anéantit d'un simple coup de pied, écrasant le monstre comme s'il ne s'agissait que d'un insecte insignifiant. Les survivants stupéfaits restèrent figés, incapables de détourner leur regard. Kim Yu-won impassible, leur lança d'un ton glacial de ne pas s'occuper de lui et de poursuivre leur discussion. À cet instant, son niveau atteignait déjà le 26, avec une puissance magique culminant à plus de 30 points et un total de plus de 10 000 points accumulés. Face à cette démonstration de force, Liang Mangsun s'approcha enjoué, passant un bras autour des épaules de Kim Yu-won dans une tentative de familiarité forcée. L'arrivée spectaculaire de Kim renforça immédiatement le moral de son équipe. En revanche, ceux qui l'avaient asservi pour récupérer des provisions à l'extérieur en furent encore plus terrifiés, réalisant à quel point l'écart de pouvoir était grand. Mangsun lui proposa alors d'entrer pour discuter plus confortablement, mais Kim Yu-won l'interrompit, lui demandant s'il comptait vraiment continuer à envoyer les autres risquer leur vie pour lui ramener de la nourriture. La question le frappa de plein fouet, mais il essaya de cacher son malaise. Kim poursuivit en lui demandant s'il avait seulement les moyens de s'opposer à lui, maintenant qu'il avait perdu tout avantage. Mangsun afficha un sourire forcé, rétorquant d'un ton arrogant que sa méthode n'avait rien de répréhensible. Selon lui, sans son leadership ces gens seraient déjà morts, dévorés par les monstres. Il insista sur le fait que dans ce monde, pour survivre il fallait être sans scrupules. La loi et la morale n'avaient plus leur place ici. Être impitoyable et égoïste était devenu la norme, et Kim ferait bien de comprendre ces règles s'il voulait espérer survivre. Entendant ce raisonnement cynique, Kim Yu-won sentit sa colère se transformer en une profonde pitié. Mangsun avait tellement intériorisé cette mentalité de prédateur qu'il en avait oublié toute humanité. À cet instant précis, une nouvelle fenêtre d'information apparut, annonçant la fin de la deuxième manche du tutoriel. Tous les participants encore présents dans la zone de sécurité reçurent 500 points et un sac à dos. La notification précisa que si un participant venait à mourir, tous les objets contenus dans son sac à dos disparaîtraient également. C'était précisément pour cela que Kim Yu-won était revenu à la station de métro. Il déclara à Mangsun que s'il voulait survivre en utilisant de telles méthodes, cela ne le regardait pas. Cependant, il le mit en garde de ne pas dépasser certaines limites, lui rappelant qu'il restait un être humain, malgré tout. C'est alors qu'une nouvelle fenêtre s'ouvrit, annonçant le début de la troisième manche du tutoriel. Objectif, chasser les monstres de la zone et récolter 50 cristaux en 72 heures pour réussir. Si le délai est dépassé, la zone sera détruite. Après 72 heures, l'entrée vers la quatrième manche du tutoriel s'ouvrira. Les joueurs encore en vie sont invités à se préparer pour le combat. Mangsun esquissa un sourire, montrant qu'il avait déjà une stratégie en tête. Après tout, les règles n'exigeaient pas que les cristaux soient récoltés par ses propres moyens. Pendant ce temps, Kim Yu-won retourna à l'entrée du métro et rangea dans son entrepôt les 132 cristaux qu'il avait collectés durant la deuxième manche. Son plan pour cette manche était clair, accumuler un maximum de cristaux pour les revendre ensuite aux survivants en échange de points. Avec suffisamment de points, il serait beaucoup plus facile de gravir les échelons de la tour jusqu'au rang divin. Concentrant son énergie, il forma une petite boule magique avant de se diriger vers une horde de monstres. Son objectif pour cette manche était ambitieux, atteindre le total de 1000 cristaux. Grâce au souvenir de sa vie antérieure, il utilisa un sort de bas niveau, surnommé le « chaudron magique ». Une fois le sort complété, il activa sa compétence et, tel un joueur de bowling, lança le chaudron avec une précision calculée, visant un angle stratégique pour anéantir le plus grand nombre de monstres possible. À la surprise générale, la vague magique qui en résulta suivit un parcours inattendu, éliminant presque tous les monstres sur son passage d'un seul coup. Même Kim Yu-won resta un instant bouche bée, impressionné par la précision de ses compétences. Cependant, il réalisa qu'utiliser de tels sorts avec un nombre limité de points de magie restait éprouvant. Sans perdre de temps, il se prépara à poursuivre son massacre méthodique.
Le temps lui était compté, et pour atteindre son objectif de 1000 cristaux, il allait devoir faire preuve d'une efficacité redoutable. Malgré tout, extraire les cristaux incrustés dans les carcasses des monstres s'était révélé être une entreprise ô combien gratifiante. Les survivants de l'attaque frissonnaient à la seule évocation de Kim Yu-won, qui pour eux, incarnait le véritable cauchemar de ce donjon. Il expliqua d'une voix basse et déterminée, qu'il n'était pas question de perdre ne serait-ce qu'une seconde. À 22 heures précises avant la fin de la troisième manche, quelques âmes audacieuses s'aventuraient dans les profondeurs du premier niveau du donjon. Parmi elles, Han Juno, Kang Seong-chan et Lim Joyeon cherchaient désespérément à semer leurs poursuivants. Les 2 jours qui s'étaient écoulés avaient emporté près de 400 vies, victimes des machinations perfides de Mangsun. En constatant l'état avancé de dévastation qui régnait dans la station de métro, ils en conclurent que les créatures s'y étaient amplement multipliées, bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Au détour d'un couloir, ils découvrirent une supérette près de l'escalier. Han Juno, à peine tenté par l'idée d'aller chercher des nouilles instantanées, n'eut pas le temps de réagir, une araignée géante jaillit de l'ombre et l'avala tout cru, le confondant avec un paquet de nouilles. Simultanément, d'autres créatures rampèrent hors de l'obscurité, tremblantes, comme si quelque chose de plus effrayant que Kim Yu-won se cachait dans la zone. Les 2 survivants encore en vie sortirent leurs armes, persuadés qu'ils allaient finir en pâture aux monstres. Le cri perçant de Lim Joyeon retentit, suivi des hurlements de Kang Seong-chan et des grognements féroces des créatures. Lim Joyeon se fit mordre par un gros rat sauvage, tandis que Kang Seong-chan se faisait bouffer par un zombie. Les 2 étaient acculés et faisaient face à leur dernier instant dans ce monde chaotique. Soudain, un simple coup de canette lancé à la vitesse du son fracassa le crâne d'un rat géant, le tuant sur le coup. Le bruit avait réveillé Kim Yu-won, qui grogna de mécontentement. Kim Yu-won ouvrit ses yeux dorés flamboyants de colère, et prévint que s'il le réveillait encore une fois, il les obligerait à s'excuser jusqu'à la mort. Lim Joyeon sentit son sang bouillir dans ses veines, elle venait d'être témoin d'une scène défiant toute logique. Tuer un monstre avec une simple canette? Elle se demandait si cet homme était seulement humain. Kim Yu-won sortit alors une dague, ses mouvements si rapides qu'ils échappaient à l'œil nu. À chaque coup, il pulvérisait les monstres en une fraction de seconde. Joyeon abasourdi, se demandait à combien de points de puissance ce type pouvait bien être. Une fois les monstres éliminés, Kim Yu-won s'adressa aux 2 humains encore en vie, qui tremblants mais sincères, le remercièrent chaleureusement. Il leur lança ensuite une petite bouteille de baume universel, un objet acheté en magasin capable de soigner les blessures superficielles. Il leur demanda leur niveau de vitalité. L'un d'eux répondit qu'il avait environ 17 points. Kim Yu-won conclut que cela devrait suffire. Il ajouta que s'il n'appliquait pas cette pommade rapidement, son bras blessé serait inutilisable à l'avenir. Kim Yu-won s'étira pour se dégourdir les muscles, cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas dormi. Pour se reposer tranquillement, il avait dépensé 100 points pour acheter un fruit apaisant, mais malgré cela, il n'avait dormi que 6 heures avant d'être réveillé par du bruit. Il se tourna alors vers les 2 survivants et leur dit calmement qu'il savait que c'était sa salle de repos et qu'après cela, ils allaient l'accompagner au terrain de chasse pour l'aider. Depuis le début de la 3e manche du tutoriel, cette zone était appelée le 2e niveau du sous-sol. Kim Yu-won, intrigué, leur demanda pourquoi ils avaient choisi de descendre malgré les dangers accrus dans les souterrains. Les 2 autres expliquèrent alors qu'à la surface, les gens formaient des clans pour s'affronter, se disputant les monstres jusqu'à en venir à s'entretuer. Comme ces types n'osaient pas descendre ici, ils s'étaient réfugiés dans les sous-sols. Ils ajoutèrent que grâce à lui, ils avaient pu rester en vie. À ce moment précis, un rugissement de monstre retentit devant eux. L'un d'eux s'exclama, demandant ce que c'était que ce bruit. Kim Yu-won, d'un ton indifférent, tourna la tête et rétorqua que grâce à lui, et qu'est-ce qui leur faisait croire qu'ils ne pourraient pas les tuer pour les dépouiller de leurs ressources? Les 2 survivants devinrent immédiatement méfiants, mais ils justifièrent leur confiance en lui en disant que dans ce tombeau, leur instinct leur avait fait croire qu'ils pouvaient compter sur leur sauveur. Lim Joyeon réfléchit un instant, puis réalisant quelque chose, déclara que si son objectif était de les tuer, pourquoi le dire à haute voix? Finalement, elle osa demander sincèrement ce qu'il attendait d'eux. Un sourire se dessina sur les lèvres de Kim Yu-won, satisfait de cette réponse. Il expliqua qu'il avait justement un petit travail de manutention pour eux, attirer les monstres pour lui. Il précisa que s'il lui en attirait suffisamment, non seulement il les récompenserait avec leur part, mais il s'assurerait aussi qu'ils obtiennent les 50 cristaux nécessaires pour passer cette manche. Au fur et à mesure que les 2 hommes attiraient de plus en plus de monstres, ils remarquèrent que peu importe leur nombre, Kim Yu-won les éliminait tous instantanément. Ce qui les frappait, c'était que les monstres du 2e niveau semblaient bien plus violents et redoutables que ceux de la surface. Kang Seong-chan se demanda impressionné, combien de cristaux il avait déjà récolté à ce rythme. Le bruit des cristaux tombant au sol était une mélodie agréable aux oreilles de Kim Yu-won. En seulement 2 heures, il avait déjà récupéré 50 cristaux, pourtant, ce travail de collecte semblait lui procurer un plaisir particulier. Au plus profond de lui, Kang Seong-chan finit par comprendre que cet homme n'était pas de la même trempe qu'eux. Après avoir récolté le dernier cristal nécessaire, Kim Yu-won compléta la dette de cristaux que Kang Seong-chan et Lim Joyeon avaient accumulée.
Il leur fit remarquer que c'était ce qu'ils méritaient, ajoutant que grâce à eux, sa vitesse de chasse avait augmenté de 50%. Il restait 3 heures avant la fin de la 3e manche du tutoriel. Kim Yu-won estima qu'il avait suffisamment de cristaux et qu'il était temps de retourner à la surface. Pendant ce temps, le portail de téléportation vert commençait à se teinter de rouge sang, ce qui pouvait être un signe de mauvais augure. À la surface, les humains étaient désormais divisés en 2 factions, et la plupart n'avaient toujours pas rassemblé les 50 cristaux nécessaires. Alors que les 2 factions s'apprêtaient à s'affronter pour se voler mutuellement leurs cristaux, une silhouette apparut au bout du chemin. Kim Yu-won avançait lentement, portant une lourde boîte en carton, avant de se diriger vers le portail. Il déclara calmement que beaucoup d'entre eux voulaient survivre, mais n'avaient pas assez de cristaux. Il ajouta que ce n'était pas un problème et que cela ne les empêcherait pas de réussir. En entendant ces paroles, la foule confuse commença à murmurer. Kim Yu-won continua en précisant qu'il y avait la 1000 cristaux de rechange. Face à cette déclaration, les visages des survivants, y compris celui de Mangsun, s'assombrirent de stupeur. Alors que Mangsun s'approchait, Kim Yu-won l'avertit de faire attention à ses pieds et de ne pas franchir la ligne. Prenant un cristal dans la boîte, il expliqua que ces cristaux étaient en trop et qu'il n'en avait pas besoin, mais dans ce monde, rien n'est gratuit. Il précisa que chaque cristal pouvait être échangé contre 100 points et que seuls ceux qui souhaitaient l'acheter étaient autorisés à entrer dans la zone qu'il avait tracée. Les murmures se propagèrent dans la foule. Beaucoup trouvaient le prix des cristaux exorbitant, mais ils savaient tous que ces cristaux dorés, impossibles à obtenir en boutique, n'étaient disponibles que par l'intermédiaire de Kim Yu-won. Mangsun, visiblement agacé, saisit une plume et pointa un doigt accusateur vers lui. Il reprocha à Kim Yu-won son égoïsme, affirmant que s'il distribuait ces cristaux gratuitement, des centaines de personnes pourraient survivre. Il ajouta que si certains n'avaient pas assez de points, il ne pourrait rien faire contre eux. Il souligna que derrière lui se tenaient des centaines de gens terrifiés et affamés. Face à cette récrimination, Kim Yu-won resta impassible. Il répondit calmement en proposant une alternative. Ils pouvaient vendre leur équipement, leurs compétences ou même leurs points d'attribut. Selon lui, les courtiers seraient certainement ravis de faire affaire. Ces mots provoquèrent un sursaut de colère chez Mangsun. Convaincu que Kim Yu-won avait volé ses cristaux à d'autres joueurs, il rassembla une vingtaine de personnes autour de lui et leur ordonna d'attaquer tous ensemble pour s'emparer des cristaux et passer directement à l'étape suivante. Cependant, dès que 2 joueurs franchirent la ligne tracée par Kim Yu-won, leurs têtes furent tranchées net. Kim Yu-won les observa froidement avant de rappeler qu'il avait clairement prévenu de ne pas franchir cette limite. Il précisa que l'achat des cristaux était un choix personnel, mais que quiconque traverserait cette ligne pour une autre raison en paierait le prix de sa vie. C'est alors qu'il activa une compétence, l'épée magique de niveau 1. Mangsun, fou de rage, ordonna à ses hommes de poursuivre l'assaut, convaincu que leur nombre leur garantirait la victoire. Pourtant, chaque fois que l'un d'eux osait franchir la ligne, sa tête roulait au sol l'instant d'après. En quelques minutes à peine, 5 joueurs avaient déjà péri. Face à cette scène sanglante, Mangsun blêmit, réalisant peut-être trop tard qu'il avait sous-estimé les règles cruelles de ce monde. Paniqué, il recula hors de la zone interdite, comprenant soudain que seuls ceux qui franchissaient la ligne périssaient. Tant qu'il restait de l'autre côté, il était sauf. Kim Yu-won l'observa en silence, un sourire énigmatique aux lèvres, avant de déclarer qu'il se souvenait parfaitement de tous ceux qui avaient osé défier son avertissement. Un frisson glacial parcourut l'échine de Mangsun. Paniqué, il tenta de fuir, mais son corps s'effondra, la tête séparée du reste. Au total, 23 personnes avaient franchi la ligne, toutes décapitées sans la moindre hésitation. Tandis qu'il ramassait les cristaux tombés au sol, Kim Yu-won soupira, murmurant que tout cela n'avait été qu'un gâchis inutile. Il souleva ensuite la boîte remplie de cristaux et se dirigea vers un autre groupe. Cette fois, personne n'osa montrer la moindre hostilité. Un chef de groupe s'avança prudemment et expliqua qu'il souhaitait acheter des cristaux. Il précisa qu'il avait consulté un courtier qui lui avait confirmé que son épée valait 500 points. Avant de franchir la ligne, il mit en garde ses camarades contre toute tentative d'attaque, soulignant que même en unissant leurs forces, ils n'avaient aucune chance contre Kim Yu-won. Il ajouta que le fait que celui-ci n'ait pas pris les cristaux des morts prouvait qu'il respectait un certain code de conduite. S'approchant de Kim Yu-won, le chef lui serra la main en lui demandant 7 cristaux. Dans ce monde, les transactions par points se faisaient par une simple poignée de main. Bien que beaucoup croyaient vivre dans un monde sans règles, Kim Yu-won leur montrait que les véritables lois étaient établies par ceux qui détenaient le pouvoir. Pendant ce temps, le portail de téléportation désormais teinté de rouge s'ouvrit, signalant que l'étape suivante était accessible à ceux qui possédaient 50 cristaux dorés. Après qu'un premier acheteur eut franchi le portail, d'autres joueurs commencèrent à vendre leurs équipements pour obtenir les précieux cristaux. Les courtiers évaluèrent chaque objet en fonction de son état et de sa rareté, proposant des prix équitables pour chacun d'eux. Alors que les joueurs réalisaient que leurs équipements ne suffisaient pas à couvrir le coût des cristaux dorés, ils se résignèrent à vendre des points d'attribut. Certains abandonnèrent jusqu'à 3 points en perception pour obtenir 300 points. Kim Yu-won observa intrigué, à quel point ils étaient prêts à tout sacrifier pour survivre.
Il comprit qu'ils ignoraient encore la véritable valeur de ce qu'ils perdaient, une leçon qu'ils ne réaliseraient qu'au phare, où ses attributs deviendraient cruciaux. Les transactions s'enchaînèrent sans interruption. En vendant plus de 1000 cristaux dorés, Kim Yu-won accumula un total impressionnant de 167 400 points. Même les capitalistes les plus cupides auraient envié cette somme. Avec une telle fortune, il savait qu'il pourrait désormais s'équiper comme il le souhaitait. Pendant ce temps, les 2 compagnons temporaires qui l'avaient aidé auparavant continuaient de le suivre. Ils lui proposèrent de rester à ses côtés, prêts à l'assister, même pour des tâches ingrates comme attirer des monstres. Ils précisèrent qu'il pourrait les abandonner dès qu'ils ne lui seraient plus utiles. Kim Yu-won marqua une pause, puis leur répondit avec un sourire empreint de froideur qu'ils devaient se séparer ici. Il leur expliqua que s'habituer à dépendre des autres était un piège qui les empêcherait de progresser dans ce monde impitoyable. En guise de conclusion, il secoua son sac désormais vide pour leur montrer qu'il n'avait plus un seul cristal doré. Entre-temps, ceux qui avaient tardé à venir découvrirent avec horreur que les cristaux étaient épuisés. Leur visage se figea de désespoir. Ils savaient que lorsque le compte à rebours prendrait fin, ce monde serait détruit par des monstres, s'effondrant sur lui-même. Ceux qui n'avaient pas les cristaux nécessaires pour activer le portail de téléportation périraient avec ce monde en ruine. Indifférent à ce spectacle de désespoir et de violence, Kim Yu-won s'éloigna à la recherche d'un endroit plus calme. Soudain, une onde spatiale fit vibrer l'air autour de lui. Mais au lieu du messager habituel, un gestionnaire du système apparut. Surpris, Kim Yu-won lui demanda pourquoi il était là à la place du messager. Le gestionnaire expliqua que certains messagers avaient des liens avec des factions de la tour, ce qui avait conduit à des sanctions et causé un manque de personnel. Il ajouta que les transactions massives de Kim Yu-won avec plus d'une centaine de joueurs avaient perturbé le déroulement des autres opérations. Face à cette explication, Kim Yu-won répondit avec une indifférence calculée qu'il n'avait fait que vouloir acheter des choses. Il feignit l'innocence en demandant si la situation était à ce point critique pour nécessiter l'intervention d'un gestionnaire en personne. Agacé par son attitude désinvolte, le gestionnaire répliqua que Kim Yu-won avait accumulé 160 000 points depuis la 3e étape du tutoriel et qu'avec un tel pouvoir, il aurait pu détruire l'équilibre de tout l'écosystème du tutoriel. Impassible, Kim Yu-won rétorqua que l'utilisation de ces points relevait de sa liberté. Il ajouta froidement qu'il souhaitait simplement accéder au gestionnaire de la boutique. Son ton direct et assuré déstabilisa le gestionnaire, qui soupira avant de lui céder l'accès en lui demandant de formuler ses demandes directement. Kim Yu-won commença par dépenser 10 000 points pour un sac à dos ultime, capable d'activer son contenu par simple commande mentale. Il continua avec l'achat d'une épée redoutable à 50 000 points, un choix que le gestionnaire qualifia d'ambitieux. Ensuite, il acquit une armure enchantée de feu pour 60 000 points et un bouclier anti-magie pour 20 000 points. Équipé de ces objets surpuissants, il savait qu'il pourrait affronter les défis des étages supérieurs de la tour. Pour finir, il échangea 2000 points contre une épée à chaîne dorée. Face à l'étonnement du gestionnaire qui ne comprenait pas ce choix pour un objet si simple, Kim Yu-won répondit calmement qu'il appréciait sa simplicité. Après avoir bouclé ses achats, il lui restait encore 5400 points. Le gestionnaire reconnut que muni de cet équipement, Kim Yu-won était désormais invincible pour quiconque dans le tutoriel. Il ajouta même que personne n'aurait la force nécessaire pour égratigner son armure. Puis, sans un mot de plus, il disparut dans une faille dimensionnelle. À cet instant, le compte à rebours de la 3e étape du tutoriel s'acheva. Une fenêtre d'annonce indiqua l'échec de cette phase et annonça l'effondrement imminent de la région. Le ciel se teinta d'un rouge sanglant tandis que le monde commençait à se désagréger. Pourtant, Kim Yu-won resta impassible, son armure enchantée de feu augmentait sa résistance au feu et sa défense magique, le rendant pratiquement invulnérable dans cette atmosphère en fusion. Il observa les autres joueurs paniqués, s'entretuant pour de rares cristaux dorés restants. Aucune émotion ne traversa son regard. Dans ce chaos apocalyptique, il restait imperturbable, prêt à avancer vers les défis à venir, maintenant armé et équipé pour affronter n'importe quel adversaire sur son chemin. Malheureusement, les autres joueurs n'eurent pas cette chance. Sans protection adéquate, ils furent instantanément consumés par les flammes, ne laissant derrière eux que des cendres dispersées par le vent brûlant. C'est à cet instant qu'une notification glaciale apparut, le 176e Titan avait été activé pour déclencher la destruction. Le sol se fissura violemment, laissant émerger une griffe gigantesque, suivie par l'apparition d'un squelette démoniaque enflammé, incarnation ultime de la destruction. Face à cette créature colossale et à l'armée de squelettes qui l'accompagnait, Kim Yu-won prit instinctivement une posture défensive. Il savait que ses ennemis n'étaient pas de simples boss, mais représentaient ce que la tour appelait la raison de l'extinction. Puis, comme pour annoncer l'apocalypse, le boss final apparut, le démon inférieur Surtur, un géant irradiant une chaleur intense de 10 000 degrés, une menace absolue pour quiconque oserait l'affronter. Kim Yu-won posa calmement sa main sur son armure, déclenchant un éclat de lumière qui fit évoluer son aptitude Oumu en une compétence de rang A, œil de feu, augmentant considérablement sa résistance au feu. Surtur stupéfait, se demanda à haute voix comment un simple humain dans une zone de débutant pouvait posséder un tel équipement.
En observant Surtur, Kim constata avec étonnement qu'il n'était pas aussi gigantesque que dans ses souvenirs. Dans cette version du tutoriel, il n'avait que la taille d'un immeuble. Toutefois, avant de l'affronter, Kim devait d'abord éliminer les milliers de squelettes qui bloquaient le terrain. Il se rappela alors d'un secret: en détruisant un squelette précis lorsque tous les autres étaient rassemblés, une réaction en chaîne d'explosion pouvait les anéantir d'un seul coup. Mais cette méthode impliquait de survivre à une vague de chaleur intense et dévastatrice. Observant l'humain avec un sourire narquois, Surtur murmura que son adversaire lui paraissait bien présomptueux. Mais son rictus disparut lorsque la fumée se dissipa. Kim Yu-won se tenait toujours là, indemne, protégé par l'armure enchantée de feu et le bouclier anti-magie. Avec un léger sourire, Kim pensa qu'avec des ressources suffisantes, tout devenait plus simple. Agacé par cette assurance, Surtur déclara qu'il espérait voir ce sourire disparaître sous peu et lança une provocation, lui conseillant de d'abord trouver un moyen de l'approcher sans périr. Ignorant les piques de son adversaire, Kim annonça qu'il allait lui montrer comment éliminer toute une armée de sbires d'un seul coup. Usant de sa vitesse fulgurante, il se faufila parmi les squelettes, esquivant leurs attaques avec une précision calculée. Il atteignit alors le bord du groupe, là où le premier maillon de la réaction en chaîne devait être brisé. Sans hésitation, il frappa le squelette le plus en périphérie. L'effet fut immédiat, une série d'explosions dévastatrices parcourut le champ de bataille, emportant avec elle les squelettes en une succession de détonations retentissantes. La chaleur dégagée était si intense que le bouclier anti-magie de Kim se fissura sous la pression, devenant presque inutilisable. Pourtant, grâce à l'armure enchantée de feu qui absorbait une partie des flammes, il ressortit indemne du brasier. Face à cette démonstration de puissance, Surtur dégaina une épée gigantesque, aussi rougeoyante que le magma en fusion. Il concéda qu'un joueur du tutoriel capable de posséder un tel équipement méritait son respect et peut-être même une place parmi les maîtres de la tour. Toutefois, il se questionna à haute voix: pourquoi un être aussi puissant était-il présent dans un tutoriel échoué? Kim répondit calmement qu'il n'était là que pour une seule raison: le tuer. Piqué au vif par cette déclaration, Surtur éclata de rire, un son rauque résonnant comme un tonnerre. Il leva alors son épée au-dessus de sa tête et annonça qu'il allait s'amuser un peu avant de détruire cet humain arrogant. Kim, serrant son bouclier anti-magie, resta impassible. Intérieurement, il savait qu'il avait accumulé suffisamment de résistance au feu pour supporter l'attaque à venir. Lorsque l'épée de Surtur s'abattit, l'air se déchira sous la chaleur de 10 000 degrés, créant une onde de choc dévastatrice. Le bouclier anti-magie explosa en éclats de lumière sous l'impact, ne laissant que des fragments incandescents flotter autour de Kim. Pourtant, ce dernier ne bougea pas d'un pouce. Surtur le regarda avec incrédulité, ne comprenant pas pourquoi cet humain n'avait pas cherché à esquiver. C'est alors que Kim fixa son regard sur lui, ses yeux flamboyants d'une lueur intense. Il déclara d'un ton glacé que cette attaque avait fourni l'énergie nécessaire à l'évolution finale de sa compétence du roi singe. Face à cette révélation, Surtur recula d'un pas, sentant pour la première fois une pointe de doute. Kim continua, expliquant qu'il avait une méthode spéciale pour faire évoluer ses yeux. Tandis qu'il prononçait ces mots, l'œil de feu brilla avec une intensité aveuglante, projetant des flammes d'une couleur inconnue qui semblait consumer l'air lui-même. L'atmosphère se chargea d'une énergie oppressante. Les yeux du singe avaient évolué en yeux de braise, une compétence de rang A, avec une résistance au feu et une prédiction de combat. Surtur, jusqu'alors invincible, sentit un frisson glacé parcourir son échine ardente. Kim Yu-won, toujours calme et impassible, annonça qu'il était temps de mettre un terme à cette bataille. Lors de la troisième manche du match d'entraînement, il avait volontairement échoué, attendant patiemment son arrivée. Il savait que le feu infernal de son adversaire était la clé pour activer ses compétences. Il comptait utiliser ses flammes démoniaques comme creuset afin d'affiner entièrement ses yeux, car ce n'est que sous l'effet de la chaleur intense qu'il subirait une transformation qualitative. En réalité, Sun Wukong, le roi singe, avait affronté cet adversaire des centaines de fois, mais il n'avait remporté la victoire qu'une seule fois. Il possédait un bâton d'or capable de s'étendre à l'infini, ainsi qu'une technique lui permettant de se déplacer instantanément jusqu'aux confins de l'univers. De plus, après avoir consommé les pêches divines du royaume céleste, il avait acquis une puissance magique illimitée. Pourtant, ce qui lui inspirait le plus de crainte restait ses yeux de feu évolués, capables d'élever sa perception au maximum et de lui permettre d'anticiper les combats. À ce moment-là, Kim Yu-won sortit l'épée de fer de givre et les cristaux de glace qu'il avait préparés à l'avance. Ces objets étaient ses véritables atouts pour vaincre Surtur. De son côté, Surtur ne croyait toujours pas qu'un simple humain, avec un corps aussi fragile, puisse accomplir quoi que ce soit. En revanche, Kim Yu-won avala directement un cristal de glace. Un message s'afficha, indiquant que sa température corporelle chutait brusquement, que son état s'était stabilisé et que sa magie était désormais imprégnée d'une propriété glaciale. Surtur, incrédule, ne pouvait imaginer qu'un objet puisse neutraliser ces flammes démoniaques. Kim Yu-won ressentit la chaleur de son corps s'évaporer rapidement, à tel point que même ses organes internes commencèrent à se refroidir. Pourtant, il faisait face à l'attaque de Surtur, dont la puissance infernale ébranla le monde dans un fracas assourdissant.
ce qui sidéra Surultra de constater que cet homme avait réussi à encaisser son coup. Grâce à la combinaison de ses yeux de feu et de la protection de l'incantation de flamme, Kim Yu-won ressentait moins intensément la brûlure. Il avait même l'impression d'avoir froid. Sous le regard stupéfait de Surultra, l'épée de fer de givre de Kim Yu-won libéra une aura terrifiante. Profitant d'une ouverture, il dégaina son épée et fonça sur Surultra. D'un mouvement précis, il traça une entaille sous son aisselle, une blessure qu'il n'avait jamais subie en plusieurs siècles. Surultra furieux, déclara que cette insignifiante créature avait réussi à le mettre en colère. Kim Yu-won activa alors pleinement sa capacité Yeux de braise, tandis que Surultra rassemblait une énergie démoniaque entre ses mains, rendant l'air ambiant suffocant. Heureusement, grâce à sa capacité, Kim Yu-won anticipa la trajectoire de la boule de feu. Juste avant que celle-ci ne s'écrase, la terre s'enflamma comme si l'enfer lui-même se déchaînait. Pourtant, il s'était déjà replié à la périphérie du champ de bataille, il avala immédiatement un autre cristal de glace, ce qui lui provoqua une gelure instantanée. S'il laissait la situation perdurer, il finirait soit brûlé vif, soit congelé jusqu'à la mort. Il devait donc agir immédiatement. Kim Yu-won remarqua que bien que le corps massif de Surultra lui confère une force écrasante, il présentait aussi des faiblesses. Profitant de son agilité, Kim Yu-won n'avait pas à économiser sa magie pour l'instant. Il visa la cheville de Surultra avec un tranchant précis, et au même moment une onde magique se dirigea droit sur lui. Grâce à ses yeux de feu, il savait qu'elle toucherait sa cible sans faute. Ayant ingéré un cristal de glace, l'onde magique acquit une propriété glaciale. Kim Yu-won savait que lorsqu'il tenterait de se libérer, il serait déjà à ses côtés, prêt à porter le coup décisif. Surultra, dans un accès de rage, se demanda comment cet humain pouvait générer une chaleur aussi intense. Cependant, son véritable point faible résidait dans sa nuque, une zone qu'il ne pouvait protéger efficacement. L'instant d'après, le feu démoniaque de Surultra se répandit dans ses cellules, tandis que la froideur extrême du cristal de glace contrecarrait lentement ses flammes, scellant son destin. Alors que le corps massif de Surultra restait immobile, Kim Yu-won subissait des flammes d'une intensité insoutenable. Pourtant, un message indiquait que sa résistance au feu avait augmenté. Pendant ce temps, Kim Yu-won leva son épée de glace et visa la nuque enflammée de Surultra. Sous l'impact, une odeur de chair grillée se répandit dans l'air. Kim Yu-won afficha un rictus et déclara que Surultra avait finalement perdu. Canalisant toute sa magie dans l'épée de glace, il plongea la lame dans la nuque de son adversaire. L'excès de pouvoir magique amplifia l'effet, et la flamme qui émanait de Surultra s'éteignit instantanément. Un message indiqua que l'ennemi du match d'entraînement venait d'être vaincu, mais aussi que l'épée de glace était désormais endommagée et pouvait être améliorée. Kim Yu-won ressentit une satisfaction sans précédent, mais il savait que ce n'était que le début. La route à venir serait semée d'embûches. Un nouveau message indiqua qu'il avait accompli un exploit considéré comme impossible et que le calcul de sa récompense prenait plus de temps que prévu. Après avoir vaincu le boss, il ouvrit son thorax et y découvrit une précieuse relique, une médecine spirituelle rare. Ce cœur de géant renfermait une énergie colossale. Ingéré alors que l'utilisateur était en pleine possession de ses moyens, il permettrait même de remodeler entièrement son essence vitale. Cependant, juste après avoir vaincu Surultra, Kim Yu-won s'effondra, plongé dans une profonde inconscience. Lorsqu'il parvint à ranger le cœur du géant dans son inventaire, l'administrateur du dernier étage de la tour de l'âme apparut en déchirant l'espace. Ce dernier expliqua que compte tenu de l'exploit sans précédent de Kim Yu-won, il était venu en personne lui remettre sa récompense. Il ajouta que l'épreuve finale était sur le point de commencer et que le joueur serait bientôt téléporté vers le dernier défi. Il précisa également que son succès avait suscité des remontrances de la part des autres administrateurs, ce qui lui causait bien du souci. Toutefois, il lui serra la main et mentionna qu'il était préférable de lui accorder sa récompense sans tarder. Après avoir reçu 10 000 points supplémentaires, un message indiqua que Kim Yu-won avait obtenu une nouvelle compétence, Étoile tranche-cieux. Toutes ses statistiques augmentèrent de 3 points. Il se demanda de quelle capacité il s'agissait, car même dans ses souvenirs d'une vie antérieure, il n'avait jamais entendu parler d'un tel pouvoir cumulatif. Une compétence aussi avancée ne devait normalement pas exister dans une simple session d'entraînement. Elle semblait capable d'absorber la chance et la valeur des ennemis vaincus et plus impressionnant encore, elle s'améliorait avec l'expérience, renforçant ainsi toutes ses caractéristiques. Il pensa que cette compétence pourrait compenser ses faiblesses et optimiser ses points de talent. L'administrateur lui demanda ensuite s'il souhaitait effectuer des achats. Il sortit alors une pilule de régénération d'une valeur de 10 000 points, et l'administrateur ne put s'empêcher de commenter son choix en soulignant sa capacité à toujours se procurer les objets les plus rares. Avant de partir, il suggéra à Kim Yu-won de se reposer en attendant l'ouverture de la 5e épreuve. Un message informa Kim Yu-won que l'utilisation de la pilule augmentait sa magie et son endurance d'un point, et que ses blessures guérissaient rapidement. Son objectif principal était désormais de recouvrer ses forces au maximum pour affronter la dernière phase du match d'entraînement. Cette épreuve nécessitait de lutter contre le temps. 4 heures plus tard, Kim Yu-won ressentit un violent vertige. La 5e épreuve venait de commencer. Lorsqu'il ouvrit de nouveau les yeux, il aperçut tous les joueurs survivants du monde entier rassemblés en un même lieu.
Un message s'afficha, le dernier match d'entraînement était sur le point de débuter. L'île de Baraganda commençait lentement à s'enfoncer et dans 30 jours, elle disparaîtrait totalement sous les flots. Le classement des joueurs serait déterminé en fonction du nombre de boss éliminés, leur objectif était de vaincre le boss situé au sommet de l'île. Un compte à rebours de 720 heures s'enclencha. Alors que la plupart des joueurs hésitaient sur la marche à suivre durant ces 30 jours, Kim Yu-won, lui, avait déjà un plan bien précis en tête. Les esprits les plus avisés du campement formèrent rapidement des groupes, conscients que le défi du boss final ne s'achèverait pas en quelques jours. Pourtant, un homme vêtu d'une robe blanche ricana et refusa leur invitation, affirmant que des compagnons étaient avant tout des personnes en qui l'on plaçait sa confiance et qu'il choisirait les siens lui-même. Il précisa d'un ton méprisant qu'il n'en avait tout simplement pas la carrure. Au moment où le vent se leva, ses pupilles scintillèrent d'une lueur étrange. L'instant d'après, une violente décharge électrique parcourut l'air, foudroyant ceux qui tentaient de s'approcher et les laissant paralysés. L'assistance se demanda de quelle compétence il s'agissait. C'est alors que Argan, un homme au sang de Zeus, abaissa son capuchon et les raya, déclarant qu'il n'était qu'une bande d'incapables. De son côté, Kim Yu-won se dit que si les participants de cette 5e épreuve du tutoriel possédaient déjà un tel niveau, alors Argan devait être un sang pur de haut rang. Ce terme désignait ceux qui naissaient et grandissaient dans la tour de Honkuo, nourris dès leur naissance par ces règles implacables. Dans sa vie précédente, Argan avait d'ailleurs dominé la 5e épreuve du tutoriel. Ne souhaitant pas s'attarder dans cette atmosphère bruyante, Kim Yu-won décida de partir rapidement. Cependant, avant qu'il ne puisse disparaître, Argan l'interpella. Alors que Kim Yu-won s'étonna de sa vitesse, Argan pointa un doigt vers lui, les yeux écarquillés. Il remarqua que Kim portait l'une des pièces les plus avancées de l'armure de feu et s'interrogea sur la façon dont il avait pu se procurer un tel équipement dans le cadre du tutoriel. Kim Yu-won indifférent, se contenta de répondre qu'il l'avait acheté avec des points. Argan stupéfait, s'étonna de cette réponse. Lui-même, malgré son statut de sang pur, n'avait jamais réussi à rassembler assez de points pour s'offrir un tel équipement. Argan lui proposa alors une alliance, mais Kim Yu-won tourna aussitôt les talons, ne souhaitant s'impliquer avec personne. De plus, cet individu n'était autre que le plus jeune fils de Zeus et dans sa vie précédente, il aurait dû l'appeler « oncle ». Sur ces mots, il disparut en un instant. Argan, tremblant de rage, pesta contre cet individu prétentieux. Un grondement sourd retentit tandis que le sol sous ses pieds se fissura brutalement, soulevant un nuage de poussière. Dans un fracas, son corps s'évanouit dans la brume. Il hurla à Kim Yu-won de l'attendre, mais malgré les innombrables adversaires qu'il abattit sur son chemin, il ne parvint même pas à apercevoir son ombre. Argan s'interrogea sur la véritable nature de cet homme, il était persuadé que Kim Yu-won n'avait pas utilisé la moindre compétence, alors quel pouvait bien être son véritable niveau d'attribut. Était-il aussi un sang pur ? Cette idée l'amusa, et un large sourire s'étira sur son visage. Les choses allaient devenir bien plus intéressantes. Pendant ce temps, Kim Yu-won trouva une grotte isolée et repensa à la vitesse impressionnante de Argan. Cependant, il supposa que son accélération provenait d'une anomalie propre à son corps. Il en conclut que lorsque l'administrateur avait mentionné que l'équilibre du tutoriel avait été bouleversé, il ne parlait pas uniquement de lui, mais aussi de ces sangs purs qui s'étaient glissés parmi les participants. Il entreprit alors d'éliminer les créatures mineures qui infestaient la grotte. Pourtant, après en avoir tué des dizaines, il constata que sa maîtrise n'avait augmenté que de 0,01% avant de stagner. Il comprit qu'il lui faudrait s'attaquer à des monstres plus puissants pour continuer à progresser. Cependant, son objectif en venant ici n'était pas la chasse. Il répandit une poudre inodore à l'entrée de la grotte pour masquer sa présence, puis sentant que son endurance était revenue à son apogée, estima que le moment était venu d'absorber le cœur du géant. Il sortit alors l'élixir et se remémora les paroles des dieux. Il devait impérativement consommer le cœur du géant avant la fin du tutoriel. Dès que l'élixir pénétra son organisme, une onde de chaleur fulgurante se propagea en lui. Son cœur pris d'une frénésie incontrôlable, se mit à battre à un rythme effréné, tandis que ses veines se dilatèrent sous l'effet de l'assimilation. Une notification apparut, lui signalant que le sang du géant et celui du démon s'infiltraient simultanément dans son système. À cet instant, une lutte acharnée s'engagea en lui, deux natures diamétralement opposées s'affrontèrent, chacune cherchant à dominer l'autre. Une chaleur brûlante, semblable à une coulée de lave en fusion, se déversa dans ses veines, enflammant chaque fibre de son être. Cette sensation infernale ne fit que s'intensifier, embrasant son corps de l'intérieur, menaçant de le réduire en cendres. Seuls ses yeux consumés par des flammes ardentes, lui permirent de ne pas succomber. Cette douleur, il le savait, resterait gravée en lui à jamais. Puis lentement, les trois types de sang commencèrent à fusionner. Chaque instant de cette métamorphose lui donna l'impression que son corps était brisé, remodelé, puis anéanti de nouveau, dans un cycle infernal de destruction et de renaissance. Le tourment était insoutenable. Il n'y eut ni échappatoire ni répit, il ne put compter que sur sa propre volonté pour survivre à cette épreuve, sans le moindre secours extérieur. Héraclès avait autrefois affirmé que le sang des géants était destiné à être absorbé de l'extérieur, mais qu'avec l'œil de feu, tout deviendrait différent.
Il précisa que cette opportunité ne se présenterait qu'une seule fois. Un message s'afficha sans cesse, indiquant une augmentation des attributs. Puis, une alerte avertit qu'un conflit existait entre l'œil de feu et la lignée des géants, mais que l'œil de feu permettrait néanmoins de les maîtriser. C'est alors qu'un nouveau message rouge s'afficha, signalant que les conditions cachées étaient remplies et qu'une compétence interdite avait été obtenue. Kim Yu-won ressentit une douleur insoutenable, mais il trouva un plaisir indescriptible à constater sa propre montée en puissance. S'il avait osé avaler le cœur du géant, c'était parce qu'il voulait tenter sa chance et voir s'il pouvait acquérir cette compétence légendaire. Cette dernière exigeait de tuer 1000 géants, puis de s'immerger dans leur sang pour l'obtenir. Après 3 heures d'un supplice insoutenable, Kim Yu-won qui serrait les poings, sentit soudain ses forces le quitter. Il en vint à se demander si obtenir cette compétence n'était pas tout simplement impossible. Pourtant à cet instant, une nouvelle alerte rouge s'afficha, il venait de remplir les conditions cachées du fragment. Le message indiquait qu'il avait absorbé le sang purifié des géants et des démons et qu'il avait entièrement assimilé le cœur du géant dans la zone du tutoriel. Une notification confirma qu'il venait d'acquérir une nouvelle compétence, la gigantification. Ainsi, il l'avait enfin obtenue, mais la douleur était indescriptible. Cependant, le fait d'avoir entièrement absorbé le cœur du géant ne se limita pas à lui conférer la gigantification. Il réalisa qu'en plus d'avoir accompli une condition cachée, il avait éveillé une compétence tant convoitée, que même les dieux rêvaient d'obtenir. Toutefois, cette absorption totale l'avait plongé dans un coma de 24 heures. Or, le record de passage du tutoriel était d'1 semaine. Pour surpasser le temps établi par Odin, il devait impérativement atteindre ce donjon au plus vite. Avec cette pensée en tête, Kim Yu-won invoqua le classement du tutoriel. Comme dans sa vie précédente, le premier de la liste n'était autre que Argan, le plus jeune fils de Zeus. L'écart de points entre lui et les autres était abyssal. Le deuxième du classement se nommait Yolch, un inconnu dont Kim Yu-won n'avait jamais entendu parler. Quant aux 3e et 5e places, elles étaient occupées par un frère et une sœur, de jeunes talents issus du Panthéon. Le 4e, Lee Sung-yoon, était un compatriote de Kim Yu-won. Pourtant, ce nom ne lui évoquait rien. Il s'interrogea sur la raison de cette absence de souvenirs. Se pouvait-il que cet homme n'ait jamais réussi à franchir cette épreuve et soit mort ici? Lorsqu'il ouvrit son statut, il fut pris de stupeur. Il avait atteint le niveau 57 dès la 5e épreuve du tutoriel. Grâce au cœur du géant, sa puissance et son endurance avaient fait un bond spectaculaire. Il se promit alors d'exploiter pleinement l'œil de feu, sans quoi ses perceptions en pâtiraient considérablement. D'autant plus que la compétence gigantification débloquait une nouvelle capacité, le point du géant, une attaque de zone dont il avait précisément besoin. Mais s'il voulait décrocher la première place du classement, il devait redoubler d'efforts dans les jours à venir. D'un geste, Kim Yu-won activa l'œil de feu et se mit à traquer les monstres alentours. Rapidement, il repéra un groupe de gobelins amassés non loin. Il se téléporta directement au milieu de leurs troupes et sans attendre, enflamma sa gigantesque épée. L'instant d'après, des flammes déferlèrent, enveloppant tout le petit village gobelin. Cependant, bien que le feu dévastateur brûlât sans relâche, il ne suffisait pas à les achever. Kim Yu-won, les yeux emplis d'une lueur ardente, dégaina alors son épée d'or, prêt à en finir seul avec cette horde de créatures. Le massacre total du village gobelin ne rapporta finalement que 67 points. Ce ne fut que 2 jours plus tard qu'Argan rouvrit le classement et découvrit stupéfait que Kim Yu-won s'était hissé à la 2e place avec un score de 5266 points. Il se tourna vers son équipe et leur fit remarquer que si ce n'était pas lui qui s'était donné tant de mal pour rassembler tout le monde, cet homme n'aurait jamais eu la moindre chance de le rattraper. Il ajouta que la véritable chasse de leur groupe ne faisait que commencer. Au même moment, alors que Paladin l'elfe noir localisait l'entrée du donjon grâce à sa magie, un bruit assourdissant retentit. Argan venait de frapper le sol de toutes ses forces, créant instantanément un cratère de 10 mètres de diamètre. Il annonça avec excitation à ses compagnons qu'il avait trouvé l'entrée et leur indiqua de descendre. Pourtant, après une longue attente, Argan commença à transpirer à grosses gouttes. Il ne comprenait pas pourquoi, après avoir découvert l'entrée du donjon, aucun message système ne s'était affiché. Se pouvait-il que quelqu'un les ait devancés? Lee Sung-yoon lui conseilla alors de jeter un œil au classement. Lorsqu'Argan l'ouvrit, son cœur manqua un battement. Il venait de réaliser qu'en un laps de temps infime, Kim Yu-won était passé premier. Il ne put croire à une telle possibilité, son esprit de compétition s'embrasa aussitôt, et il comprit que pour reprendre la tête, il devait se mettre à éliminer les monstres à une vitesse extrême. Pris d'une colère intense, il lança une attaque à la vitesse de l'éclair, détruisant tous les monstres alentours. Furieux, il expliqua à son équipe qu'ils avaient désormais 2 choix. Yolch se porta volontaire pour diriger la seconde équipe. Elle précisa que le chemin qu'ils empruntaient ne semblait pas particulièrement dangereux et que les monstres croisés en route étaient bien moins menaçants que ceux des tribus extérieures. Après plusieurs heures de combat, leurs forces étaient épuisées, mais ils avaient finalement atteint la porte du boss du donjon. L'un des membres suggéra alors d'attendre l'arrivée d'Argan avant d'entrer. Yolch leur rappela toutefois qu'ils ne devaient pas baisser leur garde.
À cet instant, lorsque Lee Seung-yoon ouvrit le classement, un frisson glacé lui parcourut l'échine, il exhorta les autres à regarder immédiatement le classement. La seconde suivante, un violent tremblement secoua tout le donjon, résonnant comme le coup final d'un combat. Le bruit venait de la porte monumentale qui leur faisait face. Immédiatement, tous se mirent en état d'alerte. Yeol ordonna à Lee Seung-yoon de se replier en arrière, puis il s'approcha prudemment et poussa légèrement la porte pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. La scène qui s'offrit à lui le marqua à jamais, une odeur de sang âcre et suffocante emplissait l'air. Simultanément, Kim Yoo-won venait d'atteindre un score hallucinant de 10 000 points. Un peu plus loin dans l'obscurité, une silhouette humaine se dressait, les observant d'un regard perçant. Un message système confirma alors que le donjon venait d'être entièrement nettoyé. L'intrus n'était autre que Kim Yoo-won lui-même.